Mamadou Lamine Ba, ancien ministre, bonjour. Oui, bonjour, M. Khan. Cela fait une dizaine d'années que nous n'avons pas eu cet échange. Vous êtes le secrétaire général de Rewmi, parti dirigé par Idrissa Seck. Je vous laisse également vous adresser aux auditeurs d'e-radio, mais aussi aux téléspectateurs d'ITV. Merci, M. Khan. Je voudrais, avant toute chose, que vous me permettiez de rectifier un tout petit peu, de rectifier la bande-annonce qui dit que le Rewmi se prononce sur... c'est pas le Rewmi en réalité, parce que le Rewmi est un parti politique organisé. Pour qu'il se prononce, il faudrait que les instances se réunissent, qu'une décision soit arrêtée et que le porte-parole vienne l'exposer devant l'opinion. Bien sûr, cela n'engage que nous, c'est une approche. Voilà. Alors, donc, c'est plutôt Lamine Ba, si vous voulez bien, responsable dans le Rewmi, qui vient donner son avis, son point de vue sur des questions d'actualité. Cela dit, je voudrais vous féliciter, c'est comme le veut l'usage, mais avec toute la sincérité requise, pour le travail que vous faites, que vous avez entamé depuis plus d'une dizaine d'années. Vous avez dit que ça fait 10 ans que nous ne sommes pas vus pour échanger. Mais je dirais qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, votre équipe, les amis avec qui vous êtes aujourd'hui, vous avez participé au rayonnement de la presse privée à travers Walfadjri. Vous avez participé ainsi à la première alternance du Sénégal en jouant votre partition, on s'en souviendra toujours, vos excellentes chroniques. Et vous avez également participé au rayonnement de la radio que vous avez quitté, RFM. Et là aussi, vous avez participé à la deuxième alternance pour ce qui vous concerne en tant que journaliste, donc participant à la démocratie. Le rayonnement, c'est le mal que vous nous souhaitez. Et alors j'espère que je termine par ça. Oui. Avec la nouvelle aventure, vous participerez au rayonnement de cette radio, e-radio, et que vous participerez également à une troisième alternance prochainement. Ben, c'est vous qui le dites. En tout cas, merci pour ces mots gentils, Mamadou Lamine Ba. Vu de Rewmi, votre parti dirigé par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, quel regard jetez-vous aujourd'hui sur la marche du Sénégal, surtout au lendemain de la suppression du poste de Premier ministre voté par l'Assemblée nationale, 124 pour, 7 contre et 7 abstentions. Comment va le pays selon Rewmi? Tout d'abord, nous avons un regard très critique vis-à-vis de la marche du pays. C'est ce que nous a engagés à construire une coalition, une très grande coalition, pour essayer de susciter une alternance au pouvoir, remplacer le président Macky Sall par le président Idrissa Seck. Si nous étions d'accord avec ce qu'il faisait, nous n'aurions pas eu besoin de créer cette coalition et d'aller à l'élection pour le remplacer. Nous n'avons pas réussi à le faire, mais nous demeurons encore très sceptiques sur beaucoup de décisions, sur les questions politiques, les questions démocratiques et sur les questions économiques. Nous sommes très critiques, d'autant plus qu'au lendemain de son élection, le président Macky Sall a commencé à montrer un autre visage que beaucoup peut-être viennent de découvrir, mais que nous avions déjà suspecté et pendant la campagne, et nous avions même déjà averti les Sénégalais. Et vous pensez que cette décision de supprimer le poste de Premier ministre fait partie de ce que vous appelez l'autre visage du président Macky Sall? Oui, parce qu'il aurait pu en parler à l'opinion pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qui l'empêchait? Si cette idée trottinait dans sa tête, il aurait pu, pendant la campagne, dire que, écoutez, je vais changer la Constitution, je vais supprimer le poste de Premier ministre pour, etc. Mais pourquoi il ne l'a pas fait, selon vous? Ben écoute, c'est à lui qu'il faut poser la question. En tout cas... Vous êtes un opposant oui, justement, c'est pas une... Quelle compréhension vous avez? La compréhension que j'en ai, c'est que ça a été un jeu de dupe, cette campagne électorale, parce qu'on n'a pas dit à l'opinion, aux électeurs, tout ce qu'on allait faire après les élections. Ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui se sont retrouvés surpris, un peu dégoûtés, que certains hommes politiques, en tout cas, ne disent jamais ce qu'ils vont faire ou ne font jamais ce qu'ils ont déjà dit. Cela est-il valable pour votre leader aussi, votre candidat? J'ai dit certains hommes politiques, Idrissa Seck serait comme ça, moi je ne serai pas avec lui. Moi je vais être avec des hommes sincères,
des hommes qui respectent les Sénégalais. C'est pour cette raison que je suis dans l'opposition, parce que je n'en trouve pas de l'autre côté. Idriss Seck n'allait pas supprimer le poste de Premier ministre s'il était élu. Il l'aurait annoncé s'il devait le faire, ou même s'il le faisait, il allait le faire selon un processus bien réglementé. Ma question est précise. Idriss Seck allait-il supprimer le poste de Premier ministre s'il était élu? Non, non, il n'allait pas le faire tout de suite certainement, mais il allait engager des réformes, de grandes réformes qui iraient même, et je crois, qui iraient même jusqu'à glisser vers un régime parlementaire intégral. Il n'aurait pas supprimé le poste. Non, il ne l'aurait pas supprimé parce que s'il avait envie de le supprimer, il l'aurait proposé pendant la campagne électorale. Alors, l'opposition avait quand même appelé à manifester, une partie de la société civile. Finalement, il n'y a pas eu encore une fois de 23 juin. Oui, vous savez, une manifestation de cette nature, elle doit se préparer. J'ai fait quelques années quand même dans la politique, dans le PDS, dans l'opposition du temps de Diouf et au pouvoir pendant que le président Wade était là. Et depuis que le président Macky Sall est là, je suis dans l'opposition. Donc, j'ai quelques expériences qui me font dire que une manifestation comme ça, elle se prépare. On ne se réveille pas ex nihilo un bon matin, on va manifester devant l'Assemblée nationale. Et on va faire un remake du 23 juin. Non, il y a tout un processus de maturation de tout ça pour en arriver à drainer le peuple vers un refus de ces genres de forfaits. C'est une façon pour vous de dire à l'opposition, non, ce n'est pas comme ça que ça se marche. Non, que ça marche plutôt. C'est pas à moi de faire des leçons à l'opposition. Oui. Mais vous êtes presque en train de faire une sorte d'autocritique. Non, il ne faut pas le comprendre comme ça. Je serai d'accord avec cette démarche, certainement, je serai sur place en train de manifester. Mais je crois qu'il faut préparer ce genre de vous choses. Vous n'étiez pas d'accord. Et ne pas. Vous n'étiez pas d'accord. J'étais d'ailleurs même pas au courant. Hein. J'ai appris juste dans la presse. Oui, votre parti Réumi n'était pas. Vous en êtes le secrétaire général. Non, ne nous empressons pas. N'allons pas plus vite que la musique. Oui. Je sais que aller à l'Assemblée nationale, c'est très courageux, c'est de bons patriotes, mais il y a un problème d'organisation, un déficit d'organisation pour faire face à ce genre de choses, surtout à un État. Parce que nous avons vu là-bas à l'Assemblée nationale 10 fois plus de policiers, de forces de l'ordre que de manifestants. Et je crois que le peuple est encore derrière, il attend, il observe. Il faut réussir à mettre le peuple en marche vers l'objectif. Et ça, on ne l'a pas encore réussi. Il attend quoi? Il observe quoi? Oui, le peuple, il observe la scène politique, l'attitude du pouvoir. Et je suis sûr que le peuple sénégalais, tel que je le connais, le moment venu, il aura l'attitude qu'il faudra avoir pour s'en défaire. Vous savez, au Sénégal, nous avons un très grand peuple. Ce peuple qui s'est défait de Senghor, sans violence, sans effusion de sang, qui s'est défait de Abdou Diouf dans la tranquillité, qui s'est défait de Abdoulaye Wade, qui était un président très puissant. Je crois qu'il n'aura pas de difficulté à se défaire de quiconque d'autre quand le moment sera venu. Alors, on verra ce moment. C'est un moment de maturation qu'il faut laisser venir. Vous savez que la loi a été adoptée, comme je l'ai déjà dit, avec 124 voix pour, 7 contre et 7 abstentions ce samedi par l'Assemblée nationale. Il y a possibilité pour l'opposition parlementaire, si elle n'est pas d'accord, de saisir le Conseil constitutionnel en vue, au fin, de faire déclarer cette loi anticonstitutionnelle. Est-ce que vous êtes dans cette disposition d'esprit? Allez-vous saisir le Conseil constitutionnel, ce que vous n'aviez pas fait après l'élection présidentielle? Je ne vous dirai jamais nous allons, parce que je vous ai dit que nous sommes dans un parti politique organisé et que les positions qui doivent être prises sur ce genre de questions doivent l'être dans le cadre des structures régulières d'un parti politique. Je vous dirai maintenant mon avis personnel sur ces genres de questions. Oui. Je ne sais pas, je ne me souviens pas encore que le Conseil constitutionnel ait donné raison une fois à l'opposition dans ce pays-là, sur ce genre de dossier. Je ne m'en souviens pas. Ce qui fait que... Faites attention. Il me semble que ce n'est pas totalement conforme à la réalité. Certainement, peut-être, je dis, oui, je ne me souviens pas. Ça, je le dis, oui. Je me dis, je ne m'en souviens pas. Je sais que ce n'est pas totalement conforme à la réalité. Pour la majorité, pour la plupart des cas. On se souvient, juste un exemple, parce que ça me revient de mémoire, quand le président Wade, à l'époque, au pouvoir, avait décidé de prendre part à des élections législatives ou locales. Le Conseil constitutionnel dirigé par M. Youssou Ndiaye s'y était opposé et
il y a eu une fameuse demande d'explication du président Macky Sall au Conseil constitutionnel. Voilà, juste un exemple. Mais je voulais juste dire qu'en tout cas, pour la plupart des cas, l'opposition dans toutes ces demandes adressées au Conseil constitutionnel a été déboutée. Dans la plupart des cas, vous me direz peut-être qu'elle n'est pas raisonnable et que les demandes n'étaient pas fondées. Ça, ce serait peut-être votre jugement. Mais en tout cas, non, je ne vois pas. C'est le Conseil constitutionnel qui doit dire ça ou je ne vois pas, après tout ce qui s'est passé avec cette élection du 24 février dernier, l'opportunité pour l'opposition d'aller devant le Conseil constitutionnel pour dire oui, ils ont décidé de supprimer le poste de Premier ministre, nous ne sommes pas d'accord, etc. Je n'en vois pas. D'autant plus que le président a le pouvoir de le faire, hein, parce que au terme de la Constitution, il peut le faire. Parce que en réalité, le poste de Premier ministre, c'est juste une fonction presque, je dirais, fictive. C'est un primus inter pares, premier parmi ses pairs. On l'appelait le président du Conseil. Ce poste de Premier ministre a été dévalué depuis la constitution de 58 du général de Gaulle, quand il a nommé Pompidou, le général en France. En France. Mais on parle de la France, mais notre constitution est calquée sur le code napoléonien, sur la constitution de 58 du général de Gaulle, avec un président fort, omnipotent, omniprésent. Et ça, le président de Gaulle l'avait fait, parce que la France, venant de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, confrontée au problème de décolonisation dans ses colonies d'Asie et même quelque part d'Afrique, l'Algérie et tout ça, la France avait besoin d'un président fort pour pouvoir gérer toutes ces situations-là. Et pour vous, la suppression du poste de Premier ministre au Sénégal n'est pas un enjeu majeur? Ce n'est pas un enjeu majeur. D'ailleurs, moi, puisque nous échangeons, je vous dirai ce que j'en pense. Je pensais même que si le président Idriss Seck avait gagné les élections, qu'on allait avoir un vice-premier ministre pour atténuer la surcharge du travail sur le Premier ministre et sur le président. Un vice-premier ministre chargé des ministère technique, de coordonner tout ce qui est ministère technique, environnement, agriculture, etc. Et que le Premier ministre chargerait des questions de souveraineté, des grandes questions avec le chef de l'État directement. Donc, il faut nous aider à comprendre. Si votre candidat élu président allait instaurer un régime parlementaire, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, cela signifie l'existence d'un Premier ministre. L'existence d'un Premier ministre est caractéristique d'un régime parlementaire. Et l'existence d'un vice-premier ministre aussi est caractéristique d'un régime parlementaire. Exactement. Et ce serait une marche vers cela. Oui, mais quand vous dites que le Premier ministre, le poste n'est pas un enjeu majeur, c'est là que j'ai du mal à vous suivre. Et sûrement une partie des auditeurs pour dans le cas d'un régime présidentiel fort, je dis bien, le poste n'est pas d'un enjeu majeur. Mais dans la marche vers un régime parlementaire, on peut envisager déjà d'adjoindre au Premier ministre actuel un vice-premier ministre, tout en sachant que une modification constitutionnelle nous aiderait peut-être demain à n'avoir qu'un Premier ministre et son vice-premier ministre, et ne plus avoir de président de la République. C'est ce que je vous dis là. Oui. La suppression carrément du poste de président de la République. Il y a des pays, il n'y a pas de président de la République. C'est ce que vous préconisez au Sénégal. Je vous donne mon avis. Je ne dis pas que c'est ce que le Rewmi préconise, mais je vous dis que moi, conseiller du président Idriss Seck à ses côtés, nous aurions pris le pouvoir. J'aurais en tout cas proposé que nous allions vers un régime parlementaire intégral, comme en Angleterre, comme en Allemagne, avec la suppression de ce poste de président omnipotent, omniprésent. Ce qui veut dire que le président de la République ne serait pas élu au suffrage universel direct. Un président il ne s'appellerait même plus président de la République, il s'appellerait Premier ministre. Il s'appellerait Premier ministre. Il s'appellerait même plus président de la République, il s'appellerait Premier ministre. Et vous le verrez en vélo. Vous voyez ça en Scandinavie. On voit les premiers ministres comme ça en vélo dans la ville en train de se promener. Mais ici, nous avons presque un petit roi, un roi télé. Et c'est ça qui pose tous les problèmes au Sénégal. À commencer par les ministres. Quand vous étiez ministre, vous n'avez pas pris le cas rapide. Ah si, quand même. Quand vous étiez ministre, je vais pas reprendre. Le cas rapide, c'est pas l'enjeu. En tout cas, je ne vous ai jamais croisé parce que j'ai habité aux Parcelles. C'est pas l'enjeu de l'émission. Docteur Mamadou Lamine Ba, secrétaire général de Rewmi et l'invité du jury du dimanche. Il y a les arguments aussi mis sur la table par le chef de l'État dans sa réforme. L'argument de l'efficacité et du fast track, comme on dit aujourd'hui, a été mis en avant par le chef de l'État. Est-il convaincant pour supprimer la fonction de Premier ministre? Bon, moi, le mot fast track est un mot que je rencontre dans les aéroports pour aller plus vite.
Je ne vois pas comment on a retourné ça pour l'exprimer dans la chose politique. Une députée du PDS a parlé d'un train italien. Bon, voilà. Alors, mais aller plus vite peut être valable pour un gouvernement aussi. Le mot fast track est la traduction en anglais du mot accélérer la cadence. Accélérer la cadence. Oui. C'est à peu près la même chose qu'on a dit en anglais. Et comme on a essayé d'accélérer la cadence à l'époque, peut-être elle n'a pas été accélérée, ou bien c'était plutôt accélérer la danse. Quand on marche sur place, quand on marque le pas sur place, c'est aussi une forme d'accélération. Donc le mot fast track ne m'impressionne pas trop. Votre leader avait dit il y avait un embourbement à la place d'une accélération. Le mot fast track ne m'impressionne pas tellement. Oui. C'est des concepts nouveaux que les gens sortent. À peu près, j'ai l'impression que c'est pour endormir un peu les Sénégalais. Ça ne veut rien dire, le mot fast track. Et je ne comprends pas. Mais si, quand même, est-ce que ça ne renvoie pas, vous avez été ministre de la République, est-ce que cela ne renvoie pas à ce qu'on dirait la suppression des lenteurs administratives, par exemple? On qualifie l'administration sénégalaise de lourde, de lente, de mammouth. Est-ce que ce n'est pas à cela que cela renvoie? Non, mais au contraire, moi je crois que pour aller beaucoup plus vite, je vous ai dit, pour aller beaucoup plus vite, il faut avoir des personnages de qualité à la primature, un premier ministre et même un vice-premier ministre peut-être, pour aider le chef à aller plus vite. Au contraire, on ne peut pas dire qu'on veut aller plus vite en réduisant le bon personnel. Il s'agit avec une économie annoncée, en tout cas, c'est l'argument mis en avant hier lors du vote de cette loi, une économie de 193 milliards ça prouve par qu'il y a an. de la gabegie quelque part. Ça prouve qu'il y a de la gabegie quelque part. Oui, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas utile de supprimer le comment la suppression d'un poste de ministre peut faire des économies de plus de 130 milliards 193 milliards. 193, près de 200 milliards. Cela veut dire qu'il y avait quelque part de la gabegie. C'est un aveu de gabegie quelque part. En supprimant juste un poste de Premier ministre, on économise près de 200 milliards. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait depuis longtemps alors? Il y a des incohérences dans cet argumentaire. En tout cas, moi je crois que pour aller beaucoup plus vite, le chef de l'État n'avait pas besoin de supprimer le poste de Premier ministre. Peut-être avoir un Premier ministre, ça dépend, qu'il soit compétent, qu'il soit rapide, qu'il soit efficace. Il faut choisir un autre si celui qui est là ne lui convient pas. Mais dire que je le supprime parce que juste je veux aller plus vite, moi ça je ne le comprends pas. Et aujourd'hui, avec cette suppression, Mohamed Boun Abdallah Dionne, si devant Premier ministre, bon, il l'est encore toujours parce que la loi n'est pas promulguée, mais sur le principe, il ne l'est plus, et le secrétaire général de la présidence de la République, avec rang de ministre d'État. Est-ce que c'est une bonne décision? Il y a beaucoup d'incohérences, quoi. Encore une fois. Vous savez, un État, c'est pas un Nintendo ou bien une PlayStation où on appuie sur les boutons à sa guise comme on veut. Un État, c'est des millions d'hommes, 15 millions d'hommes à gérer pour qui il faut administrer des politiques de santé, des politiques d'éducation, des politiques de sécurité. Ça ne peut pas être une sorte de jeu de chaises musicales entre la présidence et la primature pour gérer un pays. C'est un peu plus complexe que ça. Et j'ai le sentiment que certains qui nous dirigent n'en mesurent pas tous ces enjeux-là. En tout cas, il y a beaucoup d'incohérences. Le secrétaire général de la présidence, dans la forme actuelle que l'on veut mettre en œuvre, me rappelle juste le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, des services et affaires présidentielles du temps du président Abdou Diouf. Mais tout ceci n'a mené. Ousmane Tanor Dieng. Oui, on en a fait une personnalité assez controversé à l'époque, si vous vous souvenez très bien. Rien ne se faisait sans que ça passe pas. Avant d'ailleurs, lui, il y avait Jean Collin également qui jouait ce rôle-là. Mais ça a mené à ce que l'on sait. Cela signifie aussi que la suppression du poste de Premier ministre n'est pas une première. Oui, ce n'est pas une première. Moi, je ne dis pas que je dis que c'est pas utile, quoi. En ce moment-là, avec un deuxième mandat, le président, avec son chantier de plan Sénégal émergent en phase 2, etc., devrait avoir d'autres soucis que de faire ce jeu de chaises musicales entre les institutions et les différentes structures de membres de l'État. Moi, je crois que c'est ça. Mais dans tous les cas, ça a été fait du temps d'Abdou Diouf et on a vu le résultat. Le résultat, c'est que ça n'a pas aidé à changer les choses. Nous sommes allés de plans structurels à une sorte de marasme économique qui a abouti à l'alternance. Les Sénégalais en ont eu ras-le-bol et se sont dressés comme un seul homme pour faire partie de Diouf et son régime. Et si le président Macky Sall continue dans ce genre de jeu, je crois que 2024 sera une belle année pour nous. Je vais essayer de vous tendre la perche. Oui.
Aujourd'hui, avec cette réforme, parce que dans l'exposé des motifs, il est écrit noir sur blanc que nous assistons avec cette réforme à un régime présidentiel rationalisé. Dans un régime présidentiel, on a souvent, pour ne pas dire toujours, un vice-président. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers la création d'un poste de vice-président? Mais ce serait quoi? Supprimer le poste de Premier ministre pour créer un poste de secrétaire général? C'est une question. Ensuite, créer un poste de vice-président. Non, c'est une question à la limite innocente. Moi, je vous dis que est-ce que vous pensez que ce serait utile de créer un poste de vice-président pour être dans la logique d'un régime présidentiel? C'est une mauvaise question et je crois que le président, je ne suis pas là pour lui donner des conseils. Il sait ce qu'il a à faire et il fera ce qu'il aura à faire. Mais ce jeu de chaises musicales à travers les institutions, cette navigation en eau douce, eau salée, il faut que ça finisse quand même, parce que le Sénégal n'est pas une PlayStation. Très bien. Le président ne pourra plus dissoudre l'Assemblée nationale et inversement, l'Assemblée ne pourra plus disposer du pouvoir de motion de censure, de censure plutôt du gouvernement. Et puis en plus là, la possibilité pour un ministre de retrouver son siège de député en cas de départ du gouvernement. De bonnes Oui, ça c'est un acte salutaire. C'est un acte salutaire, mais ça dépend du contexte dans lequel on le fait. Si le président le fait pour garder sa majorité jusqu'aux prochaines élections, parce qu'on parle de report des élections législatives jusqu'en 2024. Je l'ai entendu quelque part. Une hypothèse. Une hypothèse. Je l'ai entendu quelque part. Je crois que c'est le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, qui semble l'avoir évoqué. Et en général, ce qu'il évoque, ça se retrouve quelques mois, quelques semaines après, comme une réalité que les gens mettent en œuvre. Si c'est fait à ce dessin-là, le temps qu'on y est, puisque le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale, pourquoi ne pourrait-on pas dire que le président ne peut pas non plus proroger le mandat des députés de l'Assemblée nationale? Parce que dans ce cas, ce serait cohérent. Ce n'est pas l'objet de cette loi, en tout cas. Oui. Si cela est inclus dans cette loi, elle pourrait être compréhensible. Ce n'est pas le cas. Mais si ce n'est pas le cas, on sent encore une fois du maquillage. Et vous êtes opposé à une éventuelle prolongation du mandat des députés de 2022 à 2024. Si le président veut le faire pour garder sa majorité jusqu'aux prochaines élections présidentielles, préparer sa succession ou bien son troisième mandat dont les gens parlent, ce serait un énième coup d'État. Je ne le dis pas. Je dis, est-ce que vous êtes favorable ou pas à un éventuel report des élections législatives? Un coup d'État, et je ne suis pas pour les coups d'État constitutionnels. Non, ce n'est pas le sens de ma question. Oui. Ou bien vous feignez de ne pas comprendre ma question. Est-ce que Réumi est favorable ou pas à un éventuel report des élections législatives qui sont en principe prévues en 2022? Alors si vous me poussez ici à dire ce que Réumi veut faire alors que les instances de Réumi ne se sont pas réunies, vous me poussez à répondre à une question à laquelle je n'en ai pas la prérogative. Et puis il y a que l'Assemblée ne pourra plus censurer le gouvernement. Oui, je suis... Votre commentaire? C'est également une sorte de manque de démocratie. L'Assemblée est là pour contrôler le gouvernement, l'action du gouvernement, contrôler les politiques publiques. Si cette prérogative lui est retirée, je ne vois plus à quoi servirait cette Assemblée nationale. Il peut y avoir un contrôle de l'action gouvernementale. À travers qui? Par qui? Sans un pouvoir de dissolution. Oui, mais l'Assemblée... De motion de censure plutôt. Oui, l'Assemblée ne pourra plus contrôler. Vous m'avez demandé, c'est ça la question. Hein? Votre question, c'est l'Assemblée ne pourra plus contrôler l'action gouvernementale. Ma question, c'est que est-ce que la motion de censure, le fait de la supprimer, est une bonne ou une mauvaise chose? Mais à partir du moment où on supprime la motion de censure, l'action de l'Assemblée n'est plus utile. C'est-à-dire, c'est comme en droit international, quoi. Les gens peuvent revendiquer, faire des textes, mais il n'y a pas de pouvoir de coercition. Si l'Assemblée peut contrôler, demander, poser des questions orales, questions écrites, etc., sans avoir au finish le pouvoir de dire, écoutez, cette question, les réponses apportées à cette question ne nous convient pas, cette politique générale ne nous convient pas, nous déposons une motion de censure du gouvernement, ou bien de telle question. Si cet objectif ne peut pas être atteint par l'Assemblée, le contrôle est presque inutile. Vous savez qu'aux États-Unis, le président ne peut pas dissoudre le Congrès, ni le Sénat, ni la Chambre des représentants. Donc le Congrès réuni, mais le Congrès ne peut pas non plus censurer son gouvernement. Est-ce que pour autant, il y a une absence de contrôle de l'action gouvernementale aux États-Unis? Je ne connais pas trop bien la politique américaine, mais que je sache, le Congrès peut faire tomber le gouvernement, peut faire tomber un président.
Le Congrès américain peut bien faire tomber un président à travers l'impeachment, justement. Donc, pour cette raison-là, il détient encore un pouvoir sur le président et le président est obligé de faire attention à ce pouvoir-là du Congrès. Et ici aussi, en cas de haute trahison, le président peut être jugé par la impeachment et haute trahison, la marge est quand même énorme. Très bien. Dr Mamoudou Lamine Ba, secrétaire général de Réumi, parti dirigé par Idrissa Seck, est l'invité du jury du dimanche sur iRadio, émission que vous pouvez suivre sur notre chaîne YouTube et à l'instant en direct sur notre page Facebook. Nous parlons maintenant des perspectives pour parler tout à l'heure également de votre livre blanc, mais en termes de perspective, puisque nous étions sur le thème du report éventuel des élections législatives, une élection présidentielle est prévue en 2024. Idrissa Seck, 4e candidature envisagée. Bon, pourquoi pas? C'est l'objet de la remarque d'un de nos auditeurs sur Facebook. Son nom, c'est Ibrahima Diamé. Un revenant, les élections présidentielles sont pour 2024. Idi avait dit qu'il ne briguerait plus de suffrage dès qu'il aura l'âge du prophète, paix et salut sur lui. Et sa conclusion, on l'attend. Vous dites qu'il pourrait être candidat à nouveau? Mais pourquoi pas? En 2024. Pourquoi veut-on l'envoyer à la retraite? Il dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Mais si son parti, le pays, a besoin de lui, et Dieu sait qu'en ce moment-là, le pays a besoin d'un homme comme lui, et qu'il est encore en bonne santé pour être candidat à la prochaine présidentielle, moi je serais d'accord pour qu'il soit candidat, d'autant plus que nous avons vu ici des sexagénaires, des hommes de 80 ans briguer pour la énième fois à la présidence et arriver à leur fin. Et ce qu'il avait dit précédemment? Oui, vous savez, en général, il l'avait dit dans un contexte bien particulier. Je ne suis pas en train d'enlever ce qu'il avait dit. C'était un contexte tout à fait particulier, dans un contexte où les élections étaient prévues en 2017. Ce qui fait que l'autre, s'il allait en 2017 aux élections et que ça ne marchait pas, il avait encore une possibilité d'aller à des élections en 2022. Vous voyez un tout petit peu. Mais comme le calendrier républicain a été changé, et le président Macky Sall, il dit à cet âge, en 2022, je prendrai ma retraite. Oui, il aura continué. Oui, c'est à peu près, c'est comme si vous ne vouliez pas qu'il soit candidat en 2024. Non, c'est une question qui vous est posée. C'est une question qui vous est posée. C'était dans un contexte tout particulier. Acceptons les règles du jeu aussi 2017, de ce point de vue. Oui. Et qu'il devait participer à l'élection de 2017 qui n'a pas eu lieu. Et qu'il avait encore une autre possibilité en 2022 de participer à une autre élection, une 4e élection certainement. Cela n'a pas eu lieu. Et je crois que un homme politique jusqu'à 65 ans peut continuer sans tenir compte de l'âge du prophète, des préceptes de l'islam, des religions, etc. Un homme politique jusqu'à 65 ans peut continuer à vouloir servir son pays. Et dans le cas, il vient d'avoir ses 60 ans. Et je crois que ce serait bien qu'il puisse continuer à participer à la vie politique du Sénégal. Votre livre blanc sur une autre élection présidentielle, c'est celle-là passée, le scrutin du 24 février dernier, et sur le processus électoral de manière générale. Quelle est la pertinence d'un tel rapport plus de 2 mois après l'élection? La pertinence consiste juste à acter ce que l'on dit partout, ce que tout le monde sait. La fraude électorale, le manque de consensus dans le processus électoral, le parrainage, le pourcentage qui a été attribué à Macky Sall et qui a été validé par le Conseil constitutionnel de 58%, dans un contexte où nous avons décelé des fraudes qui prouvent que cette élection n'a pas été sincère. Il fallait acter tout ça, mettre dans un livre, un document pour les générations futures et pour la presse et pour l'opinion et les générations futures. Il ne s'agit pas de dire, oui, on a fraudé, on a eu 45%, on a eu 50%, sans pouvoir acter tout ça. Tout ça a été acté, des recherches ont été menées sur le fichier, sur les doublons. Il y a plus de 153 000 doublons sur la qualité des électeurs, les numéros des cartes d'identité des cartes d'électeurs. Il fallait acter tout ça. C'est ça la pertinence de ce document-là que nous allons léguer aux générations futures sur ce jour où la démocratie a été poignardée. Nous avons vu vous avez même parlé d'enfants votants. Nous avons vu des enfants de... Oui, est-ce que tout cela... Oui. Il y a même pire que ça, M. Kane. Oui. Il y a pire que ça. J'ai eu parmi nos amis, nos leaders, quelqu'un qui a fait un voyage
furtif dans un pays de la sous-région, qui a retrouvé dans un marché des femmes habillées au t-shirt d'un candidat et qui ont dit j'étais allé au Sénégal pour voter. Ils ont traversé la frontière pour venir voter au Sénégal et retourner le lendemain avec les t-shirts de ce candidat dans leur marché. Donc ce sont des citoyens qui sont dans d'autres pays limitrophes qui ont traversé la frontière pour venir voter. Vous voulez dire que des étrangers auraient voté au Sénégal? Des étrangers auraient voté. Est-ce que tout cela est étayé par des preuves? Oui, parce que vous voyez. Est-ce que l'habit fait l'électeur, pour ne pas dire l'habit fait le moine? Aujourd'hui, quand on a filmé des enfants de 12 ans dans des bureaux de vote quelque part dans le pays, je ne veux pas donner le nom de localité, mais qu'est-ce que vous voulez parler dans le Nord? De toute façon, c'est un secret de polichinelle. Vous avez dit que ce serait passé dans le Nord. Mais mon problème, c'est est-ce que c'est étayé par des preuves? Mais les preuves, ce sont les images que l'on a vues défiler sur les réseaux sociaux. On a vu des images. Et vous vous fiez aujourd'hui aux réseaux sociaux? Et ce sont aussi les rapports. Vous vous fiez aux réseaux sociaux? Les rapports. Ma question est précise. Vous vous fiez systématiquement aux réseaux sociaux? Oui, nous nous fions à certaines publications dans certains réseaux sociaux. D'autant plus que dans ces bureaux de vote également, nous avons des représentants qui ont fait des rapports, qui nous ont relayé tout ça. Il y a la presse qui a envoyé des images dans les réseaux sociaux également. Ça, je crois que c'est indéniable. Tout le monde a vu des enfants voter à travers le monde. Quand même, Mamoudou, ça, personne ne peut le nier. Il ne faut pas nier l'évidence. Et justement, c'est votre, les tendances, en tout cas, c'est votre hypothèse. Les tendances lourdes étaient que le candidat Macky Sall n'allait pas dépasser 46% jusqu'à 20h, 21h. Et subitement, il y a eu variation et on a commencé à nous balancer du 56%, 10 points de différence. Et dans votre livre blanc, pour poursuivre ce que vous êtes en train de dire, vous accusez des médias de publication de résultats tendancieux pour proclamer une victoire technique du président sortant. Quelles sont vos preuves? Mais parce que il y a des centres, des bureaux de vote qui sont des bureaux tests. Depuis que les élections s'organisent au Sénégal. Je prends le cas de Dakar. Pour ce qui concerne le cas des Parcelles Assainies, l'opposition, toute l'opposition réunie, a eu plus de 53,72%. Le candidat Macky Sall a été battu de près de 7000 voix dans les Parcelles Assainies. Et on disait souvent qu'il gagne les parcelles, gagne Dakar. Ce n'était pas une candidature unique de l'opposition. Entendons-nous bien aussi. Oui. Mais la somme des pourcentages des candidats de l'opposition dépasse de très loin les suffrages obtenus par le candidat Macky Sall. Il y a beaucoup de localités comme ça dans le pays, ce qui fait que ça dessine une certaine tendance globale, nationale. Il y a des bureaux tests. On n'en a pas parlé d'ailleurs. Le pouvoir était enclin souvent à parler des bureaux tests. Cette fois-ci, ils n'en ont pas fait état. Parce que les bureaux tests réunis, la compilation faite, on voyait qu'on était entre les 46% et plus de 54% pour l'opposition réunie. Ce qui fait qu'un deuxième tour était inévitable. Et sur cette base, vous êtes fondé à accuser des médias de publication de résultats tendancieux. D'ailleurs, en France, si vous voyez qui est un pays de référence pour nous en matière de démocratie, les résultats des élections ne sont pas publiés avant l'heure fatidique. C'est l'heure où on tape la fermeture des bureaux. La fermeture de... Oui. Et vous ne voulez pas que le Sénégal fasse ce pas-là après avoir éprouvé quand même un système depuis 2007. Mais si c'est de manière tendancieuse. Ces médias que vous aviez accusés à l'époque, c'est le même système qu'ils ont utilisé. Vous savez, Mamoudou... Et qui avait été applaudi en son temps par vous-même. Il ne faut pas se voiler la face. Oui. Il y a une publication tendancieuse donnant des résultats accréditant le pouvoir de passer au premier tour. Je crois que ça, c'était pas le rôle des médias de le dire. Et même si quelqu'un de l'opposition... Ces médias ont fait ce qu'ils ont toujours fait. Même si quelqu'un de l'opposition le faisait pour le compte de son parti, les médias n'avaient pas le droit de faire des publications tendancieuses pareilles. Il n'y avait pas ce droit-là. Il fallait laisser libre cours au jeu, que les bureaux soient fermés, que les représentants dans les différents départements envoient les résultats avant... Ah si, quand ça se faisait, les bureaux étaient fermés, monsieur Lamine Ba. Oui, d'accord, mais il y avait encore beaucoup de départements où il n'y avait pas les résultats encore qui étaient venus. D'ailleurs, c'est à la fin, les zones compliquées là, c'est dans ces zones-là où on a déclaré le candidat de l'opposition, Idriss Seck, enfin les candidats de l'opposition battus. Dans ces zones-là, on a vu beaucoup de centaines de milliers de voix dans des endroits où il n'y avait pas de bureau de vote, où il y avait des bureaux fictifs. Tout ça, c'est acté dans le livre blanc. Nous avons tout ça dans le livre blanc. Alors, et qu'est-ce que c'est que cette vision manichéenne consistant à dire nous nous fions aux réseaux sociaux, aux images des réseaux sociaux? Pas dit que nous nous fions aux réseaux sociaux. Laissez-moi terminer ma question sur le phénomène des enfants votants, mais nous accusons des médias de résultats tendancieux.
Vous savez... Est-ce que ce n'est pas un manque de démocratie quelque part aussi? Moi, je ne veux pas me voiler la face. Nous savons tous ce qui s'est passé dans ce pays. Et je crois que c'est même presque inutile de revenir sur toutes ces questions. Un livre blanc a été publié. Il faut le consulter et essayer de l'analyser de fond en comble. Nous en tirons les conséquences. En tout cas, nous savons que cette élection n'a pas été transparente, n'a pas été sincère. Et nous avons pris acte. C'est pour ça que nous n'avons pas jugé utile de faire un recours devant les juridictions, parce qu'il ne servait à rien de courir, il faut partir à point. Les élections se sont déroulées dans une ambiance malsaine, où le fichier n'était pas cohérent, dans une ambiance où il y avait beaucoup de doublons, où le parrainage a éliminé beaucoup de candidats, où également le parti au pouvoir, avec tous ses moyens, a été un rouleau compresseur également, parce que il y a eu beaucoup d'argent, tout le monde le sait. On a vu à travers le pays des milliers de voitures, des centaines de voitures, des milliers de gens convoyés par des Ndiagandiaï pour aller voter, des t-shirts. Bon, beaucoup d'argent a été utilisé pour pousser le parti au pouvoir. Ça, nous le savons tous. Et l'opposition s'en est sortie avec des résultats publiés de 20%, ce qui n'est pas rien. Parce qu'il est de 7% à 20% avec ce que l'on sait, avec ce fichier-là, avec cette forme d'élection-là, le peuple avait bien choisi l'alternance et le deuxième tour, qui n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel et la Commission départementale nationale de recensement des votes. Le président Macky Sall a été proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Lamine Ba, à la fin quand même de ce rapport, c'est la lecture que nous avons faite en tout cas, je ne sais pas si vous le confirmez, vous affichez votre disponibilité à la concertation. Oui, mais le Sénégal ne s'arrête pas au jour des élections de Macky Sall le 24 février. Le Sénégal doit continuer. Nous n'allons pas, comme j'ai eu à le dire sur certains plateaux, brûler notre pays, nous croiser les bras et laisser Macky Sall et son gouvernement faire ce qu'ils veulent faire de notre pays. Ce pays nous appartient à nous tous, il n'appartient pas à Macky Sall et à son clan. Le Sénégal ne s'arrête pas. Nous allons réfléchir sur ce qu'il faut faire, quelle attitude avoir vis-à-vis de Macky Sall. Je vous ai dit au début, concertation se fera avec le pouvoir en place. Que le Sénégal est en réalité un pays de dialogue, mais ça dépend d'avec qui on dialogue. Oui, est-ce que vous êtes prêt à dialoguer avec le pouvoir, avec le président? Ça dépend de ce que le pouvoir pose sur la table du dialogue. D'autant plus que lui-même a dit à l'occasion de son investiture qu'il était ouvert au dialogue. Oui, si le pouvoir est disposé à reconnaître tout ce que je viens d'évoquer, ce processus électoral biaisé, malsain, malhonnête et non sincère. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est pas une condition difficile à satisfaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une condition. C'est une question. C'est une parce que condition dès l'instant que le président se considère comme réélu, parce que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit, et vous demandez au pouvoir de reconnaître que. Il peut reconnaître que son élection a été difficile. Il y a eu de la fraude. Il peut toujours reconnaître que son élection a été difficile. Et je sais qu'il sait que son élection a été difficile. Mais est-ce que votre disponibilité au dialogue finalement est sincère quand vous posez une telle condition? Nous sommes disponibles parce que, encore une fois, je vous l'ai dit au départ, ce pays est un pays de dialogue. C'est un pays que nous ont légué nos parents. Nous devons le transmettre aux générations futures dans sa plénitude, dans son intégralité, sans l'abîmer. Nous sommes disposés, mais ça dépend de quel terme de référence pour ce dialogue, avec qui dialoguer. Et je ne suis pas sûr que ceux d'en face soient sincères dans cet appel au dialogue. C'est là le problème. C'est pas nous. Un jeu de sincérité que je laisse aux auditeurs le soin d'apprécier. Complicité de Aliou Diassé à la technique, nous écoutons quelques questions vocales. Depuis la gestion un peu dictatoriale de Idriss Seck, d'où la saignée de certains ténors du parti ont quitté. Je voudrais savoir, Amine, si ce n'est pas un peu paradoxal par rapport aux critiques d'Idriss Seck par rapport au pouvoir. Est-ce qu'on peut gérer son parti d'une manière pas un peu démocratique et vouloir apporter les mêmes critiques au parti au pouvoir? La deuxième question par rapport aux politiciens du Sénégal. Moi, je trouve que l'électeur sénégalais il est beaucoup plus mûr que l'homme politique du Sénégal. Si on regarde le débat politique, ça tourne autour, les doléances, les revendications, ça tourne toujours autour de la refonte du fichier électoral, la réquisition des ministres de l'Intérieur. Mais on n'entend jamais
les politiciens défendent le pouvoir d'achat des Sénégalais, appelés à une marche contre la faim, contre le chômage, mais tout le temps ils défendent des intérêts crypto personnels. Ils ne représentent... Question donc d'un auditeur en deux temps. D'abord, le premier temps, c'est ce qu'ils appellent l'attitude dictatoriale de Monsieur Idrissa Seck, votre leader. Ce sont ses propos, mais ça me permet l'occasion de poser la question sur la démission récente de votre porte-parole, Abdourahmane Diouf, qui a quitté Rewmi. Pour répondre à la question de cet auditeur. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne saurais le dire. Je dirais plutôt le contraire, que Idrissa Seck est un libéral. Un libéral ne peut pas être un dictateur, et en tout cas un bon libéral ne peut pas être un dictateur. Et je dirais plutôt qu'il y a un excès de démocratie. Idrissa Seck laisse les gens exprimer leur talent eux-mêmes, sans entrave, sans contrainte aucune. Peut-être que c'est ça qui donne l'impression quelque part que voilà, il est distant par rapport à certains cadres, parce que même si vous avez été nommé secrétaire général de Rewmi au lieu d'être élu. Il ne prend pas les décisions à la place des gens, ça je le sais de lui. Oui, vous avez été nommé secrétaire général de Rewmi et non élu. À titre provisoire. Vous savez, merci de me poser la question, et j'en profite certainement pour éclairer un peu la lanterne de certains. Moi j'étais chef d'un parti, aussi petit soit-il, il s'appelait le PLC, Parti pour la liberté et la citoyenneté, qui est un des démembrements du PDS éclaté, une étincelle sortie de la braise PDS qui a éclaté. Et aussi petit soit-il, j'étais quand même chef d'un parti. Donc, quand le président Idrissa Seck, j'étais en Allemagne, là on s'est vu un peu avant mon départ, m'a proposé d'aller avec lui sous forme de coalition. On était convenu de faire un congrès de fusion de nos deux formations. Bon, mais pris par le calendrier très restreint, j'étais en Allemagne quand il a pris la décision de me désigner. Je dis bien de me désigner. C'est pas presque une nomination, parce qu'on ne peut pas nommer quelqu'un dans un parti. Il m'a désigné comme secrétaire général de son parti. Et c'est à titre provisoire, à mon avis, en attendant que nous ayons un congrès pour valider tout cela. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'arriver au congrès et nous sommes arrivés aux élections. Je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai pris mes responsabilités, je l'ai accompagné et j'ai porté ce manteau de secrétaire général encore désigné, non encore élu, en attendant qu'il y ait un congrès, que je puisse être élu, ou en tout cas que quelqu'un d'autre soit élu à ma place. À défaut de ça, que je puisse continuer avec mon ancienne PLC, aussi petit soit-il. Ce n'est pas une attitude dictatoriale. Alors, c'était un consensus entre nous, un gentleman agreement entre Très nous, bien. parce que je ne pouvais pas perturber le processus, sa marche vers l'élection, en refusant d'être le secrétaire général. La démission d'Abdourahmane Diouf est perçue par certains comme un problème de management de Rewmi par votre président Idrissa Seck. Que répondez-vous? C'est pas ce que Abdourahmane a dit lui-même. Oui. C'est un garçon brillant, courtois, avec une élégance politique sans égale. J'étais en Allemagne encore, et il m'a appelé pour me dire: écoute grand frère, je vais faire autre chose de ma vie. Et j'ai voulu vous appeler en tant que secrétaire général et vous en parler avant que vous ne l'appreniez par la presse. Il m'a donné ses raisons. Il a dit qu'il s'en est ouvert au président Idrissa Seck. Ils ont trouvé un terrain d'entente, ils se sont entendus, il a même prié pour lui. Donc c'était vraiment fait de manière élégante. J'estime que Abdourahmane a le droit de décider de faire autre chose de sa vie. C'est pas parce qu'il n'est plus avec le Rewmi qu'on doit le critiquer, l'attaquer. Et vraiment, je crois que même raisonnement dans l'absolu, s'il décidait un jour de travailler avec le président Macky Sall. Ce sont des questions de conviction personnelle et intime. Il en a le droit. Encore une fois, quand Abdourahmane Diouf était élève dans un lycée quelque part à Dakar, était à l'université, je suis même pas sûr qu'il connaissait Idrissa Seck. Pourquoi doit-on lier toute sa vie, tout son avenir avec un parti politique ou bien avec un homme? Il était formé pour servir le Sénégal. Il l'a fait à côté d'Idrissa Seck. Il a apporté beaucoup à ce parti-là. Si à un moment donné, il sent qu'il doit mettre ses talents au service d'autres choses que d'un parti politique, mais je dis qu'il en a le droit. Vous n'hésiterez pas non plus. C'était ma question naturellement. Oui, naturellement, parce que nous sommes des libéraux. Free entry, free exit est une des devises de l'international libéral. Et vous l'avez dit à Idrissa Seck clairement. Ah, c'est clair. Lui-même, il le répète tout le temps. Il ne retiendra personne. Parce que quand j'étais avant Lamine Ba pourrait quitter Rewmi.
quand j'étais... Non, ne me posez pas des questions de cette façon parce que je suis là pour poser des questions. Je veux être un peu plus nuancé. Je n'envisage pas pour l'instant de quitter Réumi. Pour l'instant. Je viens d'arriver. J'ai pas apprécier la nuance de Lamine Ba. J'ai pas encore défait mes valises. J'ai pas encore défait mes valises et installé mes bagages. Je viens juste d'arriver. Nous sommes tombés sur une élection. J'ai joué mon rôle en accompagnant le président qui est passé de 7% à 20%. Nous avons construit une bonne coalition. 20%. Nous estimons que nous avons eu plus, mais c'est ce que le pouvoir a décidé de nous attribuer. Au moins, quand j'étais au lycée Vanvo, en même temps que Idrissa Seck, qui était à Vanvo, je ne le connaissais même pas. Nous nous sommes croisés sans nous connaître. Cela veut dire qu'il avait son avenir tout tracé. J'avais le mien tout tracé. Donc Dieu a fait que nous nous sommes retrouvés ensemble. Si demain nous devions nous séparer, c'est parce que peut-être son avenir, sa vie devait prendre un autre tournant que le mien. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés à ça. Vous le soutiendrez encore en 2024? Si les candidats, je pourrais envisager, après un congrès où je suis secrétaire général ou bien simple militant, je vais envisager de voir comment le soutenir s'il est encore candidat. Vous êtes nuancé. Lamine Ba, secrétaire général de Réumi. Et pourquoi je ne serai pas candidat moi-même en 2024? Oui, voilà, vous en avez le droit. Donc c'est pour ça que je suis nuancé. Très bien. Vous êtes secrétaire général de Réumi. Il nous reste 5 minutes. On va accélérer la cadence. Il ne faut pas marquer le pas. Accélérer la cadence, c'est avancer. Très bien. Alors, rapidement, le deuxième temps de la question de l'auditeur et qui nous permet d'aborder les questions économiques, c'est de vous dire, on ne vous entend jamais, vous, de l'opposition, se mobiliser pour le pouvoir d'achat des Sénégalais. Tiens, à l'occasion du 1er mai, le chef de l'État a annoncé une série de mesures, d'abord en disant qu'il faut maîtriser la masse salariale qui est de 1000 milliards de francs CFA, plus le service de la dette 860 milliards sur un total recette de près de 2200 milliards. Il dit également qu'il pourrait y avoir une augmentation du prix du ciment. Certains pensent que c'est des mesures d'austérité qui annoncent peut-être demain l'application de la vérité des prix. Votre commentaire sur ce reproche qui vous est fait par cet auditeur sénégalais? Cet auditeur-là, que je salue au passage, a raison de dire ça. Oui, les hommes politiques sont un peu nombrilistes. Et en général, je ne dis pas tous. Et comme disait l'autre, un homme d'État, il parle de l'État et des projets et des visions. En général, un politicien tout court, il parle de la prochaine élection, il parle de ses intérêts, comment aller à l'Assemblée nationale, comment faire pour être élu maire quelque part, comment faire pour être ministre, comment faire pour être président de la République. Donc, beaucoup d'hommes politiques ne sont pas des hommes d'État, c'est juste des hommes politiques. Très rapidement. Et il a raison de le dire. Seulement, ça dépend. Ça dépend d'où il écoute le débat politique. Il y a beaucoup qui se battent pour ça, qui, dans les débats, pose les questions pour être précis, pose les questions du pouvoir d'achat des Sénégalais. Questions économiques. Oui, les questions économiques. Il y a beaucoup qui les posent. Abordées par le chef de l'État à l'occasion du 1er mai. Le débat politique est tellement vicié aujourd'hui que ce sont les amuseurs publics qui sont plutôt invités et écoutés. Mais il y a des hommes d'État, des hommes politiques qui sont de véritables hommes d'État qui répondraient sur ces questions-là et aideraient les Sénégalais à trouver des solutions à ces questions économiques. Votre avis sur la situation économique du pays, à la lumière de ce que le président de la République a dit l'autre jour. Je n'avais pas dit tout ça pendant la campagne, pour parler de manière terre à terre et triviale. Tout ça n'a pas été dit pendant la campagne. S'il avait dit aux Sénégalais que j'allais augmenter le ciment quand je serai élu, il sait bien qu'il ne serait pas élu. S'il avait dit aux Sénégalais que le prix de l'énergie risque de monter, il ne serait pas élu. S'il avait dit aux Sénégalais que oui, j'ai 2200 milliards de recettes et je dois dépenser 1800 et quelques milliards, je n'ai que 300 milliards pour l'investissement et le fonctionnement, il ne serait pas élu. Et je ne peux pas augmenter les salaires. Et au contraire, il est allé au Club de Paris, déjà avec le ministre Amadou Kane, pour chercher 2000 milliards, il a eu 5000 milliards, disait-il. Il est retourné au Club de Paris en décembre 2018 avec l'actuel Premier ministre. Il disait qu'il cherchait 2850 milliards. Ils sont rentrés, disait-il, avec 8091 milliards. Alors, aujourd'hui, il nous dit, je n'ai rien dans les caisses. Où sont ces milliards-là qu'il a récoltés au Club de Paris il n'y a même pas un an? Il faut qu'il nous dise cela. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Ils ont dansé, ils ont chanté, que nous avons eu 8000 milliards en décembre dernier. Et 6 mois après, oui, les caisses sont... Vous êtes un homme politique, j'entends bien, je comprends bien votre attitude d'homme politique, mais puisque vous parlez d'homme d'État, il y a quand même que le pouvoir actuel a maîtrisé l'inflation. Les prix n'ont pas augmenté et les Sénégalais en ont bénéficié par rapport à leur pouvoir d'achat. Et qu'est-ce que vous en faites aussi? Est-ce qu'il y a lieu de serrer la ceinture? Ce n'est pas tout le monde qui devrait le faire. L'inflation, qu'on me dise quels sont les prix qui auraient dû flamber et qui sont aujourd'hui en dessous des prix applicables dans la sous-région.
Ouais. Si vous voyez là le bulletin économique de l'UEMOA, vous verrez que le prix du riz, le prix de l'huile, le prix de tous ces denrées-là, toutes ces denrées plutôt, est au même niveau que les pays de la sous-région ou même au-dessus des pays de la sous-région. Donc, maîtriser l'inflation au plan... Le taux d'inflation admis au sein de l'UEMOA est de 3%. Oui. Le Sénégal n'a pas dépassé cela. Oui, d'accord, mais les autres pays non plus. Nous ne sommes pas les meilleurs en matière économique dans la sous-région. Je n'ai pas dit ça. Voilà, donc est-ce qu'il faut dire non au FMI qui pousserait vers une application de la vérité des prix sur certains produits? Il faut dire non? Il faut avoir les moyens de faire face par une vision économique qui génère des recherches. Il faut avoir une vision économique qui fait qu'en investissant, il y a des retombées, des retours sur investissement très rapidement. Et ça, c'est une vision économique qu'il faut avoir. Et je crois que ça manque dans ce pays. Question instantanée, réponse instantanée. Il nous reste 1 minute, Lamine Ba. Oui. Seriez-vous candidat au local prévu en décembre, a priori? Vous savez, bon, j'ai commencé très jeune. Oui. Dans la politique. Je crois que mon ambition dépasse maintenant une localité. Vous ne serez pas candidat, bon. Vous voulez être maire. Je ne serai pas candidat. Je crois que mon ambition dépasse de vouloir être maire dans une commune, même si j'aiderais quelqu'un qui serait candidat dans ma commune. Programme zéro déchet, vous avez été ministre de l'Environnement. Une bonne, une mauvaise chose? Zéro déchet, ça n'existe pas. L'homme produira toujours des déchets. Il faut plutôt un programme de gestion rationnelle des ordures mélangères des déchets, un programme de valorisation des déchets que j'avais initié. Est-ce que vous soutenez ce programme du président Macky Sall? J'ai été le premier à parler des stations de mesure de la qualité de l'air. Donc vous êtes en phase? Je suis en phase sur les questions d'environnement. Dernière chose, rémunération des anciens présidents de la République. Votre prédécesseur à ce micro la semaine dernière, l'ancien ministre Abdoulaye Makhtar Diop, favorable à une augmentation de 50 à 75 millions à la place des 9 millions actuels. Je crois que c'est un peu trop de dire ça. Abdoulaye Makhtar est un grand frère que je respecte, un grand serigne que j'aime bien. Mais bon, quelquefois, ce n'est pas la peine d'avancer dans ça. Les chefs d'État ne sont pas malheureux. Ils ont été présidents pendant 10, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Vous ne croyez pas à la dèche dans laquelle serait l'ancien président Abdoulaye Wade? Vous avez été son ministre. Vous n'y croyez pas? Quand on voit ces Sénégalais qui peinent déjà à avoir les 2 repas par jour, proposer qu'un chef d'État soit rémunéré à hauteur de 75 millions, c'est un peu trop. Moi, je ne parlerai pas dans ce sens. Je crois qu'ils sont bien traités. L'ancien président Wade n'est pas dans la dèche? Je ne l'ai pas vu depuis quelque temps pour savoir, mais Wade est assez intelligent pour ne pas se laisser entrer dans la dèche comme ça. Je suis sûr qu'il a les moyens de vivre. Ah bon? Docteur Mamadou Lamine Ba est le secrétaire général de Réumi, ancien ministre libéral sous le régime du président Abdoulaye Wade. Justement, vous étiez l'invité du jury du dimanche.